Merci de nous retrouver de nouveau pour cette nouvelle conférence en compagnie de Sylvain Charlebois. La thématique de la conférence, ce sera sur l'intelligence artificielle, donc quel levier de croissance pour les PME agroalimentaires. Pardon. Donc, comme à chaque fois, je vais juste faire des petites précisions techniques. Vous pouvez utiliser le chat et l'onglet questions pour communiquer avec nous et nous partager vos questions. Ça nous permettra de bien les repérer aussi quand vous utilisez l'onglet questions à la fin de la présentation. Je vous rappelle aussi que tous nos webinaires sont enregistrés, donc ils seront tous disponibles pour rediffusion à la fin de l'événement et vous recevrez tout par courriel. Et n'hésitez pas, même pendant la présentation, à poser vos questions, ou même si vous avez des questions qui viennent là maintenant à l'esprit sur la thématique, vous pouvez les poser dès maintenant aussi. Donc, Sylvain, je vous laisse la parole, c'est à vous. Ouais, merci Aude et merci pour l'invitation. J'ai entendu parler que jusqu'à maintenant, vous avez une belle journée remplie d'informations. C'est excellent. Écoutez, les PME ont besoin d'aide, ont besoin de support et bien sûr, c'est important de justement d'offrir cette aide-là. Évidemment, c'est virtuel là, aujourd'hui, mais évidemment, il faut en parler de plus en plus parce que les choses changent très rapidement. Et bien sûr, pour aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'intelligence artificielle. Et s'il y a quelque chose qui change, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Ce qui est particulier avec l'intelligence artificielle actuellement, et ça c'est mon évaluation personnelle, c'est que bon, on utilise l'intelligence artificielle depuis très longtemps là, comme consommateur. C'est déjà dans nos vies, mais cette présence-là est beaucoup plus claire. Elle est beaucoup plus démocratisée, dans le fond, pour ce qui est des consommateurs. Et avec ce phénomène-là, ben, on crée un phénomène de tirage de la demande. Donc, autrement dit, on commence à savoir, on commence à mieux apprécier, de par les chatbots là, comme ChatGPT, on commence à apprécier mieux le pouvoir de l'intelligence artificielle dans nos vies, vraiment. Alors, c'est pour ça qu'il y a de plus grand intérêt. Et évidemment, les entreprises se posent des questions. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait développer comme outil managérial, finalement, pour prendre de meilleures décisions? Mais quand on regarde l'ensemble de la chaîne, bon, en production, l'intelligence artificielle, il y a eu une adoption quand même assez importante depuis plusieurs années, mais il y a un retard au milieu, là, en transformation particulièrement. Là, il y a un retard là, en distribution aussi, mais il y a un rattrapage qui s'effectue. Et ce rattrapage-là va à un rythme assez important. J'imagine que le Conseil de la transformation des aliments du Québec en a parlé plus tôt avec Dimitri là, aujourd'hui, peut-être, là, mais en tout cas, c'est vraiment assez impressionnant comment que les choses changent. Mon nom est Sylvain Charlebois et je suis directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie à Halifax et je mène ce laboratoire depuis plusieurs années. On travaille avec l'intelligence artificielle depuis 15 ans déjà. Avec l'apprentissage machine, on fait beaucoup au laboratoire des pronostics. On fait beaucoup de forecasting, bien sûr, et de par le biais d'apprentissage machine. Alors, c'est pour ça que nous, on est quand même à l'aise de parler d'intelligence artificielle, puis de peut-être d'accompagner les entreprises dans leur démarche pour comprendre, mieux comprendre comment, en fait, comment s'outiller par rapport à l'intelligence artificielle. Puis c'est pas simple. Il y a un aspect technique, évidemment, qui doit être apprécié, mais aussi l'aspect humain. Puis aujourd'hui, je vais parler un peu des deux. Je vais parler d'abord du potentiel, des choses que nous, on voit actuellement sur le marché. Et ensuite, je vais aussi présenter des inquiétudes par rapport à l'intelligence artificielle pour ce qui est du secteur agroalimentaire particulièrement. Vous allez voir, il y a quand même une inquiétude qui est palpable. Et je peux vous donner aussi, je vais vous donner aussi en bout de ligne, avec le séminaire, des pistes des pistes d'exploration pour votre entreprise, pour ce que vous pouvez faire. Puis, évidemment, après le webinaire, je demeure disponible pour répondre à vos questions. Bien sûr, on va avoir une période de questions après la séance d'aujourd'hui. Mais après ça, si vous avez d'autres questions, ne gênez-vous pas. Vous avez mes coordonnées devant vous. Alors,
on y va de l'avant avec la présentation. D'abord, bon, comme je vous ai dit, on utilise l'intelligence artificielle depuis déjà plusieurs années et à chaque année, on publie le rapport annuel sur les prix alimentaires. Et ce rapport-là, en fait, contient de l'information qui a été créée en partie, par l'intelligence artificielle. La façon que ça fonctionne chez nous pour ce qui est du rapport, c'est d'abord, il y a 4 universités d'impliquées, vous les voyez ici, Dalhousie, UBC, Guelph et puis Saskatchewan. Les 4 universités se rencontrent. Ben, moi, je rencontre les 4 et les 4 doivent nous offrir des prévisions. Et chaque université a sa propre méthodologie, utilise de l'apprentissage machine pour nous offrir un pronostic. Mais savez-vous, lorsque 4 universités se présentent, les 4 souvent se contredisent. Et là, évidemment, parfois, on va utiliser les mêmes données, là, pas toujours. Là, il y a certaines universités qui vont utiliser des données américaines, données européennes. En fait, vous allez comprendre que pour faire des prévisions de prix alimentaires, il faut avoir une approche globale. Il y a plusieurs, et on l'a appris avec l'Ukraine, on l'a appris avec d'autres phénomènes. Il faut avoir une vision globale pour ce qui est de la fixation de prix. Et puis c'est pour ça que je vais en venir à l'aspect humain. D'un côté, les modèles nous disent certaines choses qui sont dures à croire. Donc, c'est pour ça qu'en bout de ligne, humaniser le processus décisionnel, c'est important parce que l'humain va certainement croire certaines informations si, de façon intuitive, cette information-là est valide. Mais si, par exemple, le modèle vous donne l'information, je ne sais pas moi, que les fruits et légumes vont augmenter de 20 l'année prochaine, ben, c'est difficile à croire, puis les humains vont tout simplement rejeter le modèle. Mais c'est pour ça que nous, on fait. Nous, on interprète les résultats qui sont donnés par les 4 universités pour mieux comprendre ce que les modèles nous disent finalement. Donc, ce qu'on publie à chaque mois de décembre, ce n'est pas nécessairement ce que les modèles nous disent, c'est l'interprétation des 4 modèles. Et lorsqu'on arrive avec les 26 co-auteurs, mon travail à moi, c'est d'arriver à un consensus. Donc, dans le fond, l'intelligence artificielle nourrit le processus décisionnel pour nous. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de ça en entreprise à long terme, là, parce que oui, avec les données, on a beau faire de belles choses, mais il faut quand même avoir de bonnes données. Par exemple, il y a souvent, pendant les premières années de notre rapport, on utilisait des données canadiennes seulement. Et notre modèle n'était pas très performant. Mais plus qu'on utilise des données américaines pour prévoir les prix canadiens, notre taux d'efficacité est de plus en plus intéressant. Ah oui, vous avez tout compris. On utilise des données américaines pour prévoir, pour faire des prévisions pour ce qui est des prix canadiens. C'est quand même assez excellent quand on y pense. Mais dans le fond, si on a de mauvaises données, on va avoir un modèle qui ne performera pas. Point final. Donc, c'est ce qu'on a appris. Donc, l'intelligence artificielle peut vous aider si vous avez accès à des données. Si vous avez accès à des mauvaises données, ça ne servira pas à grand-chose. Alors, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec les prix. Bien sûr, avec l'inflation, qui est vraiment notre dada, l'inflation, évidemment, fluctue énormément. Et plus ça fluctue, plus c'est difficile à prévoir, bien sûr. Et les dernières années ont été extrêmement, extrêmement difficiles. Mais ça, c'est nos prévisions pour cette année. Bien sûr, on s'attend à des hausses de 2,5 à 4,5 ce qui est intéressant en soi, mais quand même, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est plus qu'on avance dans le temps, plus que le marché demeure imprévisible. Et là, bien sûr, arrive l'effet de la volatilité. Moi, je travaille avec le ministre Champagne, excusez-moi, le ministre Champagne à Ottawa pour ce qui est de l'inflation. Puis j'ai toujours dit au ministre, puis je le dis à mon équipe, c'est que l'inflation comme telle n'est pas vraiment le plus gros problème. C'est un problème, bien sûr, mais le plus gros problème, c'est la volatilité des prix. Et en agroalimentaire, et je le dis beaucoup en entreprise, c'est que si vos prix fluctuent trop, c'est là que ça devient très dangereux pour perdre la clientèle qui quitte une catégorie, qui quitte
une gamme de produits, qui quittent un produit, c'est plus difficile de le revoir. Donc, c'est pour ça que c'est important de stabiliser les prix le plus possible, d'arriver à un genre de zone parfaite là, de 1,5 à 2,5 par année à peu près, pour justement éviter les chocs au détail. Mais là, actuellement, c'est ça, depuis quelques années, il y a eu beaucoup, beaucoup de chocs au détail, ce qui vraiment compromet l'habileté d'une entreprise de justement gagner. Donc, et la seule façon, une des seules façons de stabiliser les prix à long terme, c'est avec l'intelligence artificielle, parce qu'on est qu'en mesure de comprendre où est-ce qu'on s'en va. Et si vous êtes capable de gérer vos marges à long terme, pas juste sur un trimestre, mais sur plusieurs trimestres, bien là, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de fluctuer les prix. Mais on le voit dans la littérature scientifique, là, dès que les prix augmentent ou baissent, c'est là que ça devient mortel pour une gamme de produits ou une catégorie. Alors, c'est ça. Moi, je pense que l'essentiel de l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est de stabiliser les marchés et d'arriver à un équilibre souhaitable entre l'offre et la demande. Ce qui n'est pas nécessairement facile aujourd'hui quand on est mal outillé, parce que c'est très difficile d'anticiper la demande des consommateurs par rapport à la température, par rapport au comportement, par rapport à ce qu'ils veulent pas, les goûts, les tendances. On est toujours à un Ricardo près de voir un phénomène culinaire, puis là, tout d'un coup, il y a une grosse demande pour tel ou tel produit, et puis là, à ce moment-là, on n'est pas prêt, et les prix gonflent, etc. Puis ça devient mortel pour une marque. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprécier l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle peut faire aussi pour notre entreprise. Bien, c'est sûr que, comme dans le domaine agroalimentaire, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est qu'on est confronté à des perceptions qui sont quand même assez divergentes de la réalité. Il y a 2, 3 semaines, on a sondé les Canadiens. On leur a demandé depuis mars 2020 combien eux pensent que les prix ont augmenté, toutes catégories confondues, depuis 4 ans. La réponse moyenne, c'était 78 OK? Mais la réalité, c'est 23 Donc, on voit vraiment que, comme entreprise, on est confronté, bien sûr, à une volatilité des prix en raison des coûts, mais aussi la perception est vraiment est telle que souvent, les gens, ils voient quelque chose qui n'existe pas. Et c'est pour ça que la volatilité des prix est archi important comme phénomène à bien régler. Et bien sûr, il faut absolument s'assurer que le consommateur n'ait pas ces chocs-là le plus possible. Parce que ça change les perceptions. Puis les perceptions, évidemment, affectent les attitudes et les attitudes sont très difficiles à changer, comme vous le savez bien. Et bien sûr, les temps sont difficiles et le tableau que j'ai préparé devant vous, on l'a préparé il y a quelques semaines. Puis je peux vous dire, quand les gens disent que ça va pas très bien puis que c'est difficile, ça coûte cher, ben on le voit là, avec ce tableau-là. Nous, on évalue les dépenses par capita, par habitant, et aussi on évalue les dépenses souhaitables par habitant aussi pour maintenir une diète, disons, santé. Et là, on voit là, que depuis 2021, et ça, bien sûr, c'est tout travaillé par nos modèles. Et là, on voit vraiment, là, c'est sûr qu'on arrête à janvier 2024, mais on a une bonne idée de ce qui va se passer aussi durant les prochaines années. Puis ça, c'est là qu'on voit comment que l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux comprendre l'avenir. On voit vraiment que l'écart entre les dépenses réelles des Canadiens versus ce qu'ils devraient dépenser agrandit. L'écart, en fait, est de plus en plus important. Et nous, on croit qu'on pourrait voir l'écart commencer à rétrécir qu'en automne 2025. Donc, on est loin, là, pas d'automne 2024, 2025. Donc, c'est pour ça que quand on me demande est-ce qu'on est sorti du bois, est-ce que les prix alimentaires vont nous affecter, ben, je dis, en fait, les prix alimentaires se stabilisent comme pas à peu près. Même, on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup de prix qui diminuent actuellement. Puis même quand on dit ça, les gens ne croient pas. Ben oui, mais c'est ce qui se passe.
Mais c'est pas avant l'automne 2025 où ce qu'on va voir vraiment un consommateur qui va être plus confiant, qui va recommencer à dépenser plus pour supporter sa diète. Mais il faut quand même comprendre que ça, ces données-là reflètent les dépenses à l'épicerie. Autrement dit, nous, on ne croit pas que les gens achètent moins de nourriture. Ils dépensent moins carrément. Et quand un marché dépense moins, bien, ça devient dangereux pour l'innovation, pour la valeur ajoutée. Comment on peut innover dans un contexte déflationniste, dans un contexte où est-ce que les gens ne sont pas prêts à dépenser tant que ça pour ce qui est de la nourriture, malheureusement. Donc, ça, des données, c'est très important pour mieux comprendre les phénomènes à long terme. Mais dans le fond, ce qu'on s'aperçoit, puis j'en ai parlé dans la presse la semaine passée, c'est que le Canada, au niveau alimentaire, s'appauvrit. Malgré l'augmentation de la population, l'économie stagne, le PIB par capita diminue, ça fait 3 trimestres. Et donc, c'est pour ça que dans un contexte comme ça, comme PME, il faut faire attention, il faut bien comprendre. Alors, si on s'attend à ce que l'écart commence à rétrécir entre santé et ce qui se passe pour de vrai, à l'automne 2025, on programme notre carnet d'innovation en conséquence. C'est sûr. Si vous commencez à sortir beaucoup de produits cet automne, ben, je ne suis pas certain que le marché va être là. Évidemment, on pense à 2-3 ans à l'avance, mais si, admettons, vous aviez planifié de sortir des produits pour cet automne, ben, c'est là que ça pourrait aller plus ou moins bien parce que le marché n'est comme pas là, puis il ne répondrait peut-être pas à un nouveau produit de façon favorable. Évidemment, ce tableau-là que j'ai préparé pour vous, ça, nous, on l'a fait cette semaine, en fait. C'est tout frais. Parce que nous, on collecte des données là, en temps réel. Là, on peut vous dire aujourd'hui les cantaloupes coûtent combien, les oignons, etc. Là, on a une bonne idée. Puis on est en mesure d'anticiper ce que Statistique va nous dire, Statistique Canada va nous dire dans 2 mois. Parce que Statistique Canada, cette semaine ou la semaine passée, publiait son panier de produits, OK, de 77 produits pour le mois de février la semaine passée. OK? Donc, on était au début d'avril. Donc, on ne saura pas avant début mai qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars, etc. Donc, c'est long. C'est très long. Et puis ça, c'est une chose que les PME n'ont pas les moyens d'attendre. C'est pour ça que les rapports de Nielsen IQ ou de Nick sont très populaires parce que c'est vraiment la seule façon qu'on peut savoir vraiment ce qui se passe dans les marchés. Mais je peux vous dire actuellement là, que les données du mois de février, parce que nous, on a regardé le panier d'épicerie de Statistique Canada, puis on a comparé ça avec ce qu'on a, puis il y a beaucoup, beaucoup de divergences. Là. On le voit, là. Il y a 34 produits dont les prix sont très différents. Ça, c'est le top 15. Là. Mais on voit vraiment que Statistique Canada, c'est un indicateur. Point. Okay? C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est juste un indicateur. Puis ça, c'est important de retenir ça. Lorsque vous ramassez des données pour justement appuyer votre modèle, peu importe ce que vous faites, là, pensez à ça. C'est un indicateur, puis c'est pas juste vraiment une façon de prendre une décision, point. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Statistique Canada, ses résultats sont corrects, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne prend pas ces résultats-là comme la loi, essentiellement. Et puis, évidemment, avec l'intelligence artificielle, on est en mesure de mieux valider l'information de l'Agence fédérale aussi. Qu'est-ce que ça fait l'intelligence artificielle? Bien, ça fait toutes sortes de bonnes choses. À mon avis, ça peut optimiser beaucoup de choses. Évidemment, en production agricole, je ne sais pas s'il y a des producteurs agricoles qui nous écoutent présentement, mais je peux vous dire que les changements, les attentes sont quand même assez importantes. Mais comme je vous ai dit au début, les producteurs agricoles vraiment ont adopté l'intelligence artificielle, ça fait très longtemps. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour l'évaluation des sols, pour l'optimisation de l'épandage, parce qu'on veut réduire les coûts le plus possible. On est des preneurs de prix, fait qu'on n'a pas vraiment le choix. L'agriculture de précision, donc où est-ce qu'on doit traiter les sols, quand, comment, etc. Parce que chaque terrain mérite son approche. Hein? C'est pas si notre voisin fait quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de faire quelque chose parce que le climat est très différent.
Moi, j'ai vécu dans les prairies pendant plusieurs années, puis il n'y a pas juste un climat dans les prairies, il y a plusieurs microclimats. Et lorsqu'on adopte une approche d'agriculture de précision, c'est bien sûr important. Et ça cadre bien avec un agenda d'agriculture durable où on doit optimiser évidemment toutes les ressources nécessaires pour augmenter la croissance tout en prenant soin de la planète. Puis ça, c'est quelque chose que les producteurs font de plus en plus, bien sûr. Au niveau du détail, plus près des consommateurs, bien sûr, l'intelligence artificielle a fait beaucoup de bruit depuis les 6 derniers mois. Je vous ai parlé, bien sûr, des chatbots comme ChatGPT, mais c'est drôle parce qu'actuellement, on voit vraiment que les entreprises ne savent pas comment articuler leur engagement vers l'intelligence artificielle avec le public. Puis on le vu avec, dans le cas de Wendy's récemment, le président directeur général de Wendy's a mentionné durant un appel lors de la présentation de résultats financiers que, bon, à partir d'ici en 2025, on va commencer à utiliser la tarification dynamique dans certains restaurants aux États-Unis. Et puis, évidemment, la façon qu'on a interprété tout ça, c'est qu'on va faire du surge pricing. Donc, si c'est occupé, on va augmenter des prix. Mais l'intelligence artificielle ou, dans le fond, la tarification dynamique, ce n'est pas nécessairement une question d'augmenter les prix, c'est d'optimiser l'offre et la demande, finalement. Donc, s'il y a une baisse, ben, c'est possible d'avoir des produits moins chers. Dans le fond, ce qu'on essaie de faire avec la tarification dynamique, c'est d'optimiser les opérations durant les heures d'ouverture, finalement. Et d'un autre côté, bien sûr, les gens ont accès à de l'information et l'information n'est jamais parfaite, mais quand même, dès qu'on crée un marché dynamique, c'est ce que l'intelligence artificielle va faire, on va créer un marché dynamique. Du côté de l'offre, il va y avoir de la tarification dynamique, etc. Donc, des produits dont les prix vont être réglés en temps réel, tout dépendant de la demande. Donc, s'il y a une baisse de la demande, les prix baissent. S'il y a une augmentation de la demande, les prix vont augmenter, ça va de soi, parce qu'on veut réduire le gaspillage, on veut réduire, en fait, toutes les inefficacités au sein d'une opération. C'est souhaitable, bien sûr. Donc, on voit qu'il y a du bien là-dedans, mais la façon que c'est articulé auprès des consommateurs, ça passe mal. Ça passe mal, c'est mal expliqué, on dirait. On ne fait pas attention. Puis, comme entreprise, là, il faut faire attention à la façon qu'on articule. Puis je vais vous présenter des données tantôt qui sont assez préoccupantes là, par rapport à la façon que tout ça est perçu. Qualité des produits, bien sûr, c'est facile. On est capable de prévoir si, je ne sais pas, moi, il y a eu une inondation, il y a eu telle chose, grippe aviaire, un éclipse, peu importe, des choses qui arrivent qui peuvent influencer la qualité des produits. Bien sûr, ben c'est ça. Avec l'intelligence artificielle, on peut anticiper des chocs et on peut justement diminuer le gaspillage et augmenter le taux de réussite ou le taux de produits qui répond aux exigences du marché finalement. Puis on le voit déjà dans les œufs, on le voit déjà dans toutes sortes de produits. Évidemment, on s'assure d'une traçabilité. D'ailleurs, dans un mois, je vais être à Berlin pour présenter un nouveau rapport qu'on a préparé cet hiver sur la traçabilité numérique. Et on a comparé plusieurs pays par rapport à ça. Puis c'est quand même exceptionnel, ça avance vite à cause de la chaîne de blocs, à cause de tout ce qui se passe avec du côté du Internet of Things, ces choses-là. C'est incroyable comment les choses changent très rapidement. Puis là, on voit vraiment que le Canada commence à tirer de l'arrière comparativement au reste du monde. C'est pour ça que les webinaires comme aujourd'hui, d'en parler davantage, ça va être important pour que les entreprises puissent comprendre. Parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent automatiquement que, oh mon Dieu, il faut engager une équipe, il faut faire tout ça. Mais nous, on travaille avec l'intelligence artificielle, puis c'est pas cher, là. C'est juste une question de savoir comment l'utiliser.
Nous, on n'a pas, notre laboratoire, on a un budget en bas d'1 million, là. C'est pas, on n'est pas gros, là, puis on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider, faire de la recherche, aider les entreprises, aider aussi les gouvernements. Tout récemment, on a aidé le gouvernement québécois sur l'approvisionnement alimentaire à long terme. On a fait des prévisions sur les 3 prochaines années. Et puis, pour les aider, parce qu'ils étaient prêts à court par rapport au budget avec l'inflation alimentaire. Donc, est-ce qu'on peut prévoir la prochaine tempête, le prochain problème? C'est un peu ça qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Et évidemment, on parle de personnalisation de l'alimentation, bien sûr, ce qui est très, très important pour ce qui est de l'intelligence artificielle. La salubrité alimentaire, mon Dieu qu'on gaspille. Là, actuellement, à chaque fois qu'il y a un rappel, on a toujours de la difficulté à informer les gens, on a toujours de la difficulté à comprendre, on met en retrait des lots et des lots de produits qui sont probablement bons. C'est un système, partout dans l'Occident, ce sont des systèmes de rappel archi inefficaces. Avec l'intelligence artificielle, on peut peut-être prévoir à l'avance. Comme par exemple, je ne sais pas moi, il y a un rappel où on a détecté des problèmes dans un champ ou tel champ. On peut peut-être à l'avance envoyer des avertissements à différentes entreprises pour justement arrêter les achats ou encore mieux, si par exemple il y a une salade ou des oignons qui sont rappelés, bien, on peut peut-être aussi informer les gens de façon très rapide par téléphone parce que la dépendance envers les médias, c'est quand même assez. Ça rend le système vulnérable. Surtout en été, quand personne écoute les nouvelles, puis un rappel l'été avec la salmonelle de colis, ça peut être mortel pour plusieurs personnes. Alors, il va falloir penser à d'autres choses. Puis si, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui reçoit un appel, un alerte, ben, on peut peut-être lui dire, ben, vous venez d'acheter tel produit ou il y a des bonnes chances que vous avez acheté ce produit-là, allez voir dans votre frigidaire, s'il vous plaît. Là, on commence à voir certaines entreprises le faire. Costco l'a fait récemment. Il y a Loblaws qui l'a fait récemment. Mais encore, l'approche est assez, disons, pas maladroite, mais très inexacte, là. On manque de précision par rapport à l'approche. On voit vraiment qu'on envoie un genre de blanket statement à tout le monde juste pour se couvrir. Mais dans le fond, il va falloir penser à d'autres façons de gérer des rappels alimentaires de façon plus précise. Je vais présenter certaines données par rapport aux inquiétudes des consommateurs. Les consommateurs s'inquiètent, c'est sûr. On leur a demandé quelques questions. Ça, c'est un sondage qu'on a fait, je pense, il y a 6 mois, mais c'est très, très, très d'actualité par rapport à la filière agroalimentaire. La première question, que pensez-vous de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'épicerie ou de la restauration? La réponse la plus populaire, c'est je ne suis pas certain et ce que je ressens de ce sujet-là, mais aussi je m'inquiète à l'impact négatif potentiel sur l'emploi. Alors, les gens pensent encore une fois que l'intelligence artificielle va sacrifier des jobs. Donc, on est rendu là, on est encore là. C'est un peu troublant, mais on devrait passer à d'autres choses. On devrait commencer à comprendre quel genre d'emploi ou de quelle façon. Moi, j'ai déjà une bonne idée. Moi, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer tout le monde. On va remplacer certaines personnes, mais pas tout le monde. Il faut bien comprendre. Donc, mais on voit quand même que l'inquiétude est palpable provenant de différentes directions. Pensez-vous que l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans l'industrie alimentaire pourrait augmenter les risques de voir nos approvisionnements alimentaires être utilisés comme une arme potentiellement nuisible aux consommateurs? Puis là, on voit que tout le monde est divisé. La moitié ne le savent pas trop. Mais on voit vraiment que, bon, 27% pensent que oui. Mais moi, personnellement, en comprenant ce qui se passe dans le monde, oui, on devrait s'inquiéter, surtout que la traçabilité numérique n'est pas optimale encore. Il reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Évidemment, par chaque province, l'inquiétude ou la confiance varie un petit peu. Dans le cas du Québec, c'est au Québec où on fait le plus confiance envers l'industrie agroalimentaire, ce qui est une bonne chose. Et puis,
Pour ce qui est du manque de confiance, on voit qu'en Saskatchewan, il y a certains problèmes avec la Colombie-Britannique et aussi l'Alberta. Mais c'est ça. Mais en gros, pensez à ça. Parce que c'est pas juste une question d'adopter l'intelligence artificielle et commencer à travailler avec, mais aussi c'est comment que les consommateurs vont être. Est-ce qu'on vraiment on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on nous garde en tête comme priorité, etc. Parce que les entreprises vont vouloir optimiser toutes sortes de choses, mais est-ce que c'est bien pour le consommateur? N'oubliez pas cet aspect-là. Très, très, très important. Évidemment, le code de conduite, ça c'est moi quand j'ai témoigné le mois dernier à Ottawa pour ce qui est du code de conduite. Ça, c'est un sujet qui est très, très de l'heure. Je ne sais pas si Dimitri du CETAC en a parlé, mais c'est vraiment important de comprendre. Puis le code de conduite, à mon avis, quand il va être implanté, ça, c'est vraiment un code de conduite pour permettre aux parties de s'entendre s'il y a des litiges entre la transformation et le détail. Ça fait des années qu'on le demande. Puis moi, j'ai l'impression qu'on est pas mal plus près de ce but-là d'établir un secrétariat. Mais ce secrétariat-là, moi, je ne serais pas surpris qu'on utilise l'intelligence artificielle pour mieux comprendre ce qui pourrait se passer, je ne sais pas moi, avec le prix des croustilles, le prix des boissons gazeuses, le prix des fruits et légumes. Tout dépendant du vendeur et de l'acheteur, mais je pense que ça va être important. Est-ce que le prix, en fait, le code de conduite n'a pas vraiment rapport au prix, mais c'est par rapport souvent, le X, c'est que certains frais, certains termes contractuels sont liés aux conditions de marché. Et si on est mieux en mesure de comprendre les conditions de marché à long terme, ça pourrait justement aider le règlement de litige pour apaiser les parties, pour qu'ils puissent mieux comprendre quels sont les enjeux. Donc, pour moi, le code de conduite, ça pourrait stabiliser les prix et éviter la volatilité parce que qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'est-ce que nous, on a remarqué au laboratoire, c'est que souvent entre novembre et février, où il y a vraiment un gel de prix là, en amont de la chaîne, là, on voit vraiment que les prix sont beaucoup plus instables entre novembre et février, ce qui est bizarre parce qu'on parle de gel de prix, mais les prix augmentent et baissent et tout ça. Alors, c'est pour ça que si on est en mesure de stabiliser les prix à long terme, ben, on est plus en mesure on est moins enclin à faire peur aux consommateurs, finalement, comme je l'ai dit au début. Donc, ça, c'est souhaitable. Puis, à mon avis, le code de conduite fait partie de la solution, accompagné, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Pour terminer, avant que je repasse la parole à Aude, je veux juste plugger notre podcast. Notre podcast, c'est le numéro 1 podcast en management au Canada. On est fiers de ça. Et puis, on a une émission à chaque semaine. Donc, malheureusement, le podcast est seulement qu'en anglais. On n'a pas le budget pour le faire en français, malheureusement. Puis Michael ne parle pas, malgré son nom, Michael Leblanc, il ne parle pas français. J'aimerais ça, mais on a eu beaucoup, beaucoup de personnalités du Québec. Sylvie Cloutier du CETAC, on a eu Ricardo, on a eu plein d'entrepreneurs du Québec aussi. Donc, le président d'Olimel aussi s'est joint à nous aussi récemment. Alors, on a quand même beaucoup, beaucoup de contenu québécois, mais c'est surtout une émission canadienne. Donc, je vous encourage d'écouter The Food Professor Podcast. Et là-dessus, je tiens à vous remercier. Mes coordonnées sont là. Vous pouvez me rejoindre par courriel. Je suis sur X aussi et LinkedIn. On a un site Internet aussi. On publie beaucoup, beaucoup de rapports, pratiquement une fois par mois sur toutes sortes de sujets. La semaine prochaine, ça va être sur les déjeuners. Et les rapports sont gratuits, disponibles en français et en anglais. Ils sont tous sur notre site. Alors, là-dessus, je vous remercie pour votre attention et je relance la balle à Aude. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, on a une première question de Vincent. Donc, bonjour Sylvain, je souhaite rebondir sur tes propos concernant l'importance de la stabilité des prix de détail. Observe-t-on une différence à ce chapitre entre les produits laitiers, poulets, œufs versus les autres? Merci. C'est la gestion de l'offre, mais en fait, historiquement, d'ailleurs, un des avantages de la gestion de l'offre, c'est justement la stabilité. Il n'y a pas eu vraiment de problème. D'ailleurs, quand on regarde le panier d'épicerie, les produits les plus stables en termes de prix sont le poulet, la volaille, les œufs et le lait. Là, je ne parle pas des produits laitiers, mais
vraiment le lait liquide, là. Donc, c'est pas nécessairement. C'est sûr que, puis quand on le voit dans la demande va changer, augmenter ou baisser, mais c'est très graduel et très constant aussi en même temps. Merci. Donc, c'était la seule question pour l'instant. N'hésitez pas à utiliser le chat pour envoyer toutes vos questions. En attendant, je rappelle aussi que donc, la conférence sera disponible en rediffusion après l'événement. Tout sera envoyé par courriel. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore quelques minutes. Alors, pas de questions pour l'instant. Donc, encore une fois, donc Sylvain vous a donné ses coordonnées. Vous pouvez le contacter au besoin. Et Sylvain, je tenais vraiment à vous remercier pour votre temps aujourd'hui, pour votre présentation. Ça fait plaisir. Merci encore pour l'invitation à Merci Fidelio. à vous. Puis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci à tous les participants. Bonne journée. Au revoir. Bye bye.